nous vous proposons de réfléchir autour de l'avenir de la pédopsychiatrie en France, en particulier pour le second quart du XXIe siècle, qui va commencer en janvier prochain, en sachant que 25 ans, c'est pas mal, parce qu'il va y avoir le court terme, et puis quand même, on peut penser à ce qui va se passer dans 20 ans. Il y a certains jeunes collègues de la JPGA qui sont ici, et dans 20 ans, c'est eux qui seront en train de porter la pédopsychiatrie pour les générations suivantes de pédopsychiatres. Voilà, donc, alors l'année dernière, nous avions fait un premier travail pour penser les attentes et ce que devrait être la pédopsychiatrie. Ça a eu un écho très favorable auprès des collègues et même des associations de parents. Et donc, on nous a suggéré de faire une suite. Et cette suite, on a proposé de la faire autour de la structuration du système de soins pédopsychiatriques. Voilà. Et puisqu'on va voir que des questions évidentes se posent en sachant que, comme vous le savez, ce système de soins s'est structuré dans les années 70, et donc il y a 50 ans. Et en 50 ans, la société a changé, le soin aussi, et donc il est légitime de se pencher en arrière sur ce qui s'est passé et de voir comment on pourrait construire ça. Alors comment on a fait méthodologiquement? Et donc la méthodologie, c'est important. Nous étions 4, Alexandra Rouquette, qui est professeure de santé publique à Paris-Saclay, Pauline Espy, qui est praticienne hospitalière à Lyon en pédopsychiatrie, Malika Ketma, qui est interne en psychiatrie, et puis moi-même, nous avons auditionné une quinzaine de professionnels et de parents de patients dans des domaines très variés. Alors, des pédopsychiatres majoritairement, certains étrangers, d'autres non, certains universitaires, une minorité, d'autres non, certains en métropole, d'autres en milieu rural, en forte tension démographique, et puis des acteurs du médico-social, des parents de patients, des représentants d'ARS et un directeur d'hôpital. Voilà, donc ça a été une quinzaine d'entretiens très approfondis, que l'on a codé. On a collecté 356 codes selon la méthode de l'analyse thématique avec 53 sous-thèmes qui sont disponibles sur le rapport qui a été communiqué aux uns et aux autres. Et puis 5 thèmes, 5 mégathèmes qui sont, que nous allons détailler maintenant, la territorialisation du système de soins, l'accessibilité du système de soins, sa structuration, les soins eux-mêmes et l'administration des soins. Alors, encore une fois, ce n'est pas la SFPADA qui propose ces thèmes. Ces thèmes ont émergé des entretiens que nous avons réalisés avec des professionnels divers et variés pour essayer d'avoir une saturation, d'ailleurs qui a été obtenue à partir d'une dizaine d'entretiens. Alors, à la suite de ces entretiens de codage, nous avons écrit un draft de synthèse. Ce draft a été discuté par les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées. Il y a eu une réunion qui a duré une demi-journée où à quelques membres du conseil d'administration, y compris des disciplines associées, donc Anne en faisait partie ici, je la salue, je la remercie pour sa participation. Nous avons essayé de lisser ce draft de synthèse pour essayer de donner notre impact, notre input à nous, professionnels, et essayer de lever les tensions qu'il pouvait y avoir entre les propositions des uns et les propositions des autres. On a envoyé une première version de ce rapport à nos membres, aux membres de la Société française de la SFPADA, et puis aux sociétés partenaires. Et puis nous nous retrouvons aujourd'hui avec des réponses de l'API, de la JPJA et des tables rondes pour essayer de faire vivre ce rapport et essayer de croiser les perspectives pour qu'à l'issue de cela, on puisse avoir un document qui fera date, qui dira, ben voilà, nous nous sommes réunis avec une méthodologie et notre vision pour les 25 prochaines années, c'est ça. Après, ça sera aux politiques, ça sera ma conclusion tout à fait à la fin, ça sera aux politiques de s'en saisir parce que sans eux, nous ne pourrons rien faire. Alors, les territoires. La pédopsychiatrie en France est sectorisée avec 260 secteurs. Alors, c'est intéressant, c'est qu'en fonction des ressources que je ne trouve pas toujours le même nombre de secteurs. Et je vois le président de l'API qui hoche la tête. Et là, on rentre d'emblée dans une première problématique, c'est le manque de données fiables. Alors, pour les secteurs,
on a une petite idée, mais pour le nombre de pédopsychiatres en France, nous ne savons pas combien il y a de pédopsychiatres en France. J'ai essayé désespérément pendant des années de trouver des valeurs numériques. Je suis enseignant de statistique, je devais le dire au début, et donc c'est une espèce de biais que j'ai d'essayer de mettre des nombres sur les choses. Donc quand on regarde ce que dit le Conseil de l'ordre, qui en principe devrait être l'autorité qui définit ce qu'est un pédopsychiatre, eh bien on a des valeurs qui sont complètement pas tenables, puisqu'il y en aurait quelques centaines. Pourquoi? Parce que beaucoup de pédopsychiatres, et je suis sûr qu'il y en a ici, sont inscrits comme psychiatres d'adultes, alors qu'en fait toute leur vie ils ont pratiqué de la pédopsychiatrie et ils sont reconnus comme tels. Et on a des données de l'adresse, où il y en aurait 2000, mais ces données, en fait, la méthodologie, c'est on envoie aux directeurs des structures hospitalières et des institutions un questionnaire en leur demandant combien il y a de pédopsychiatres chez eux. Mais c'est à eux de décider qui est pédopsychiatre ou pas. Et donc, il peut y avoir naturellement des médecins qui exercent, bon an, mal an, un semblant de pédopsychiatrie parce qu'on a besoin d'eux, mais qui ne sont pas authentiquement des pédopsychiatres. Voilà. Donc, eh bien, au final, on ne sait pas combien il y a de pédopsychiatres en France. Il y en a entre 500 et 2000. C'est tout ce qu'on sait. Alors, mais c'est un problème, naturellement. Comment voulez-vous structurer un système de soins et l'organiser quand on ne sait même pas combien exactement il y a de professionnels correctement formés pour le mener à bien? Alors, il y a eu un consensus quasiment total auprès des personnes interrogées pour dire qu'il fallait conserver une territorialisation du système de soins pédopsychiatriques. Sous forme des secteurs actuels ou pas, on peut arranger les cartes territoriales. Donc à l'origine, c'était pour 50 000 jeunes. Et d'ailleurs, nous verrons quelle est la définition d'un jeune. Et oui, puisque bien sûr, la population cible de la pédopsychiatrie a changé. Entre 15 ans, 3 mois, 18 ans, et puis on parle parfois de 15-25 ans pour la transition. Donc forcément, le volume des patients à prendre en soin change considérablement en fonction des définitions. Donc, cette territorialisation est reconnue, et d'ailleurs à l'international c'est le cas. Ça il faut le dire, beaucoup de collègues étrangers sont fascinés par cette territorialisation du système de soins pédopsychiatriques français parce que, bien sûr, c'est un facteur essentiel pour limiter contre les inégalités sociales de santé. Alors, bien sûr, il y a des inconvénients qui ont été cités. Par exemple, un enfant placé qui va avoir une rupture de soins parce qu'il va changer d'intersecteur. Mais globalement, la territorialisation est à conserver. Alors, à redessiner, comme je le disais, vraisemblablement. Pourquoi? Mais parce que c'est une constatation que l'on a faite dans un entretien, c'est que il y a plein de sectorisations différentes selon qu'on est dans l'éducation nationale, dans le judiciaire, dans le médico-social, etc. et que toutes ces territorialisations ne se superposent pas. Et donc les professionnels ne se connaissent pas et c'est très difficile parce qu'en fait vous pouvez avoir des professionnels, un juge pour enfants qui n'est pas toujours dans le même secteur, etc. et ça freine considérablement à la communication et ça ne coûterait rien d'homogénéiser la territorialisation des différents acteurs. Il y a juste à faire ça. Alors bien sûr, c'est des changements administratifs, c'est pas si simple que ça, mais il faut le dire. Après, bien sûr, il faut coordonner les différents acteurs. Alors là aussi, on a envie de dire qu'il n'y a qu'à faire comme ça pour dire que les gens vont travailler ensemble. Or, nous savons qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'en fait, entre un psychiatre et même avec un psychologue, parfois, avec un juge, avec un enseignant, eh bien, c'est pas la même culture. Et même si nous sommes tous passionnés par le soin à apporter aux enfants et aux adolescents, en fait, cette différence de culture fait que parfois nous ne comprenons pas. Et donc, il faut du temps, il faut faire des efforts pour que les personnels puissent se comprendre et travailler ensemble, même s'ils en ont envie. Donc, c'est difficile. Alors, il y a des tentatives qui ont été soulignées, les projets territoriaux de santé mentale, les conseils locaux de santé mentale, qui sont reconnus comme des progrès, mais qui sont hétérogènes. Mais, alors là aussi, c'est terrible, moi j'ai dit les noms, mais c'est PTSM, CLSM, et je suis sûr que plein de collègues ne savent même pas ce que veulent dire ces noms, et je me souviens que l'UNAFAM a fait un jour une liste de tous les acronymes qui existent en psychiatrie, il y en a quasiment 1 millier, et la plupart d'entre nous ignorons la moitié d'entre eux. Donc comment voulons-nous que les familles et les patients puissent s'y retrouver là-dedans alors que c'est déjà un tel bazar?
Donc, ils sont hétérogènes, il y a des sigles, et puis il y a ce que j'appellerais le syndrome du costard-cravate, c'est-à-dire, pour coordonner, il faut quelqu'un qui coordonne. Qui coordonne en général? Quelqu'un qui a un costume et une cravate. Or, dans nos CMP, il y a très peu de personnes avec des costumes et des cravates. Et ça, alors, ça fait sourire, hein, mais c'est une demi-anecdote, c'est que ce ne sont pas les personnes qui sont au contact du soin qui ont comme vocation de le coordonner. Et ça c'est un problème. C'est un problème. Et donc, comme suggestion qui est une demi-boutade, nous proposons que les PTSM soient déterritorialisés dans des restaurants le soir et que les décisions soient prises après l'apéritif. Voilà, il faut humaniser tout ça, il faut humaniser pour que les gens... Le soin pédopsychiatrique est un soin humain, profondément, et pour que les gens travaillent ensemble, il faut de l'humanité. Alors, les territoires, l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, historiquement, c'était simple. Dans les circulaires de la création du secteur infanto-juvénile, eh bien, le CMP était le lieu d'accessibilité étiqueté comme tel. Sauf que 50 ans après, ça n'est pas possible. Alors, même si la société n'avait pas changé, ça serait difficile du fait du sous-dimensionnement du secteur pédopsychiatrique pour plein de raisons. La loi du handicap qui est arrivée 3 ans après, qui a fait que les moyens ont été fléchés ailleurs, etc. Enfin, tout ça s'explique historiquement, mais c'est un fait. De toute façon, aujourd'hui, ça n'est pas tenable. Donc, il faut penser à un autre lieu d'accès aux premiers soins de santé mentale et de psychiatrie qui ne soit pas le CMP. Et alors là, c'est un abîme de perplexité, parce que déjà, il y a une injonction paradoxale. On nous dit qu'il faudrait que ce lieu d'accès premier soit lisible, et c'est normal, mais en fait, les attentes de la société ne sont pas claires. Même les attentes ne sont pas claires sur ce premier lieu d'accès aux soins. Donc comment faire quelque chose de lisible, alors qu'on ne sait même pas les attentes que l'on a par rapport à lui? Et effectivement, quand on s'interroge sur les acteurs, il y a l'éducation nationale, naturellement. Les enfants, très vite, passent plus de temps à l'école que dans leur famille. Et donc l'école est un lieu d'accès aux premiers soins de santé mentale, par définition, mais les médecins généralistes, les pédiatres, les psychologues, les psychiatres libéraux, les maisons des adolescents, les CMPP, les CAMS, les PMI, et puis aujourd'hui des sites internet, des associations de parents, et puis alors... Dernièrement, là, c'est absolument fantastique, je ne sais pas si vous connaissez Miel à Bitbol. Elle a été reçue par notre président de la République. C'est une adolescente, 17 ans, qui à 14 ans a fait une tentative de suicide, si je me souviens bien, hein, et elle a envoyé sur TikTok une vidéo au président en disant « ben voilà, moi je veux que ça change, etc. » Et puis il n'a pas répondu, et elle a monté une fondation. Elle a monté un logiciel sur smartphone pour aider les adolescents à s'en sortir quand ils vont pas bien, ça s'appelle Link. C'est une influenceuse, elle a des centaines de milliers de personnes qui sont connectées, et Emmanuel Macron l'a reçu il n'y a pas longtemps pour faire avancer son projet. C'est de la santé mentale complètement dépsychiatrisée, c'est de l'empowerment total, c'est des adolescents qui prennent en charge leur propre santé mentale. Et c'est fantastique. C'est fantastique. Mais on voit bien que c'est bien différent de ce que nous faisons dans notre travail au quotidien. Et c'est là qu'il faut quand même, je pense, aller un peu plus au-devant des attentes de la société et séparer, de mon point de vue, ce qui relève de la prévention et d'une santé mentale positive et de ce qui relève de la première expression d'une souffrance psychique avec une demande d'aide, que l'on peut qualifier de santé mentale négative, hein, et que les deux n'ont rien à voir. Et que je pense qu'il y a une place aujourd'hui pour un lieu d'accueil et de promotion de la santé mentale positive, naturellement complètement dépsychiatrisée, voire complètement démédicalisée, mais qu'il y a à côté, parfois, une plainte exprimée de souffrance psychique qui ne relève pas forcément de la psychiatrie, mais qui relève d'un appel à l'aide d'un soignant. Et là, on est vraiment dans un premier niveau d'accès aux soins. Et alors là, comment l'organiser, lui?
tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des propositions, des maisons des adolescents, des maisons de la famille, des maisons de la petite enfance, etc., qui seraient quelque part un lieu idéal où tout le monde pourrait avoir accès avant d'aller au CMP, qui serait lui plus le niveau 2, comme on le verra tout à l'heure. Alors c'est une suggestion, mais beaucoup de collègues considèrent que c'est une fausse bonne idée, qu'en fait ça ne marchera jamais, parce que le dimensionnement aujourd'hui des maisons des adolescents et de ce que pourraient être les maisons de la famille ne sera jamais suffisant pour encaisser toute la demande liée à la souffrance psychique qui traverse notre société aujourd'hui. Voilà. Alors après, il y a des solutions proposées telles que des plateformes d'orientation. Il y a des expérimentations dans la région de Montpellier, à Lyon, à Lille même, avec les SAS qui ont été proposés pour gérer les urgences au-delà de la saturation des urgences. Il y a des SAS psychiatrie et pédopsychiatrie. Donc il y a des expérimentations qui ne sont là aussi pas consensuelles, avec la question faut-il les psychiatriser ou pas, c'est-à-dire est-ce que quand on téléphone mon enfant va pas bien, il y a un numéro que j'appelle pour demander de l'aide, est-ce qu'il faut que la personne répondante soit un médecin psychiatre ou non? Et les deux points de vue s'entendent. Oui, ça permet de prioriser et d'envoyer potentiellement directement dans un service de soins pédopsychiatriques un patient qui visiblement en a besoin. D'un autre côté, compte tenu de la démographie médicale, c'est peut-être difficile de mettre derrière ces numéros de téléphone des pédopsychiatres. Et puis peut-être que c'est même pas souhaitable. Voilà, qui chapeaute ça? Est-ce que c'est le secteur de psychiatrie infanto-juvénile qui doit gérer de telles plateformes? Là aussi, les avis sont partagés. Certains collègues considèrent que oui, puisque beaucoup des demandes vont être en lien avec une prise en charge pédopsychiatrique, et disent que d'autres non, que c'est un niveau 1, que ça ne relève pas de la pédopsychiatrie à proprement parler. Donc des interrogations que l'on se doit de constater, mais quand même des consensus pour dire que, quels que soient ces professionnels qui seraient derrière ces plateformes, il faut qu'ils soient supervisés, parce que la prise de responsabilité est considérable et que la charge mentale même de ce type de décision est forte, et que orienter ne suffit pas, il faut un minimum de suivi, et ça c'est ce que nous ont dit des collègues à l'étranger. Au Canada par exemple, ces plateformes obligatoirement rappellent les familles pour bien s'assurer que quelque chose s'est passé, parce que beaucoup de familles, une fois qu'elles ont appelé, on leur dit allez vers ce psychologue en libéral qui va vous accueillir, il a un rendez-vous qui est disponible tel jour. Eh bien, beaucoup de ces familles, en fait, n'iront pas au rendez-vous. Et pour plein de raisons que vous connaissez bien mieux que moi. Et donc, le suivi est indispensable. Alors, nous avons fait la territorialisation, nous avons fait l'accessibilité avec le premier recours en santé mentale. Après, on va parler de la structuration. Donc, au-delà de ce premier recours, comment doit être structuré le système de soins? Et là, le mot-clé qui a été donné, c'est la gradation. Alors, il y a 5 niveaux de gradation qui sont ressortis. Le premier, c'est ultra classique, le niveau 1, donc on vient de discuter, le niveau 2, qui est le premier accès aux soins spécialisés psychiatriques, et le niveau 3, qui est un soin réservé pour les troubles sévères et complexes. Alors, le niveau 2, là je crois qu'il y a un consensus de ce qui a été dit, c'est le CMP, le centre médico-psychologique, qui est le lieu à la fois historique et évident du contact avec la pédopsychiatrie. Le niveau 3 est hospitalier, universitaire ou pas. Et alors pour le niveau 3, là aussi, il y a eu une demande brûlante de faire que ces lieux ne soient pas que des lieux de diagnostic. C'est que on constate que un professionnel de santé qui ne fait que du diagnostic, au bout d'un certain temps, oublie la complexité du soin lui-même. Et pour pouvoir se rappeler qu'un diagnostic ne suffit pas, quand bien même il est étayé par des examens complémentaires sophistiqués, eh bien il faut être en contact régulièrement avec le soin. Voilà, alors bien sûr il faut une articulation entre tous ces niveaux. Il semble là aussi assez consensuel que le niveau 2 et que le CMP soient le lieu privilégié de cette articulation.
Alors ça, c'est premier niveau de gradation qui est assez consensuel. Le deuxième niveau de gradation est aussi consensuel, c'est celui qui, là, est une évidence pour un pédopsychiatre ou un psychologue du développement, c'est le développement, c'est que par tranche d'âge, on ne propose pas les mêmes soins. Et il y a 3 grandes tranches d'âge, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, donc petite enfance avant l'école maternelle, pour le dire vite, l'enfance, école maternelle, école primaire, adolescence, alors à partir de la moitié du collège jusqu'au lycée. Alors jusque, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'où? Jusqu'à la transition. Et oui, effectivement, aux deux bords des tranches d'âge, à la fois en néonatologie, la pédopsychiatrie est en lien avec la psychiatrie d'adulte, et à l'autre bout, l'adolescent ou l'étudiant, la pédopsychiatrie est en lien avec la psychiatrie d'adulte, et c'est une question internationale, il faut penser cette question de la transition. Alors, le troisième niveau de gradation, c'est celui des pathologies. Alors là, c'est un lieu de discussion qui a été pointé dans nos entretiens et que l'on retrouve à l'international. C'est-à-dire, faut-il des filières de soins? Faut-il des filières TND? Alors, quand c'est pas TND, c'est quoi? Alors, le mot est sorti d'une collègue récemment, psychoaf. Donc, il y aurait les TND et les troubles psychoaf. Et dans les troubles psychoaf, il y aurait les traumas et les autres. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc il y a des arguments pour dire que y a une spécificité de la prise en charge de patients autistes, hyperactifs, que le trauma, aujourd'hui, il y a des thérapies spécialisées dans le trauma, etc. Donc d'un côté, ça fait sens. D'un autre côté, le mot-clé là-dedans, c'est comorbidité. Ce mot est horrible, mais il veut bien dire ce qu'il dit. C'est que, il y a quelques semaines de cela, à Lyon, il y avait un congrès sur troubles du spectre de l'autisme et trauma. Et on se rend compte aujourd'hui que, bien sûr, quand on a un trouble du spectre de l'autisme, on est plus à risque d'avoir un trauma que non, et que donc les deux se retrouvent souvent. Or, on est dans deux secteurs de la psychopathologie qui, en principe, sont différents. Mais en principe, sauf que la réalité clinique, ce n'est pas des principes, c'est une réalité. Et donc, on voit que d'un côté, il y a une légitimité à penser en termes de pathologie, d'un autre côté, de plus en plus, cette tendance à faire des filières de soins se révèle peu pertinente. Enfin, ça, c'est un retour que l'on a, y compris des professionnels très engagés dans les filières. Alors ça, c'est une réalité. L'autre réalité, en plus, c'est que quelque part, ça conduisait à stigmatiser certains patients au détriment de l'autre. C'est-à-dire, il y aurait une forme d'aristocratie des troubles qui serait neurodéveloppementaux parce qu'il y a le neuro. Il y aurait le trauma qui serait un peu moins aristocratique, mais quand même. Et puis, il y aurait le reste qui est un peu... sauf que le reste, c'est aussi beaucoup de tentatives de suicide qui arrivent aux urgences et ce n'est pas forcément les situations cliniques les plus faciles à gérer. Voilà, alors néanmoins, oui, il y a besoin, aujourd'hui, les connaissances sont telles qu'on ne peut pas être spécialisé en tout, et donc il y a besoin de collègues plus ou moins spécialistes, et à l'intérieur d'un secteur de psychiatrie infanto-juvénile, il peut y avoir des cliniciens plus ou moins spécialisés dans certains domaines, voire même une ébauche de structure à l'échelon régional qui peut gérer ces spécificités quand elles le sont nécessaires, mais de là à le structurer authentiquement, ça se discute. Voilà, on ne dit pas non, mais ça se discute. Alors après, comme lieu de gradation, il y a de l'urgence au chronique. Alors oui, bien sûr, il y a besoin de structures de crise, de post-urgence, c'est une réalité. Il y a une tendance à surinvestir ces lieux de crise parce que c'est la partie émergée de l'iceberg et la plus spectaculaire. Sauf que beaucoup de collègues interrogés ont dit « Attention, les lieux de crise sont des lieux de souffrance pour les familles, pour les patients, pour les soignants. » Et que quelque part, l'idéal, c'est qu'il y ait le minimum de patients qui se retrouvent dans les lieux de crise. Les lieux de crise ne sont pas une fin du soin. Et en plus, elles coûtent cher. Donc pour des raisons de santé publique et pour des raisons de soins et d'éthique, oui, les lieux de crise sont importants, mais ils ne sont pas la solution. À l'opposé, il y a des troubles avec une valence chronique en pédopsychiatrie, et là, le concept de rétablissement, de handicap a toute sa pertinence, et il faut penser des structures de soins dépsychiatrisées, voire pourquoi pas démédicalisées, où la gestion de la chronicité se pose différemment. Voilà, alors,
et bien sûr, entre les deux, entre l'urgence et la chronicité, ben, il y a 80% des patients où on oscille entre les deux. Et donc le mot-clé là-dedans est flexibilité. Alors après, les lieux de soins, est-ce que le soin doit être dans une institution, même en téléconsultation, ou à domicile avec le aller vert? Et les trois approches ont tout leur intérêt. Bien sûr que les consultations dans un centre de consultation ont toute leur pertinence, mais aujourd'hui, les téléconsultations, la clinique indirecte, c'est-à-dire les supervisions d'équipe par visioconférence, sont un réel progrès. Ça permet d'économiser un temps de soignant considérable. Et même parfois, une téléconsultation peut être bénéfique pour un patient dans certaines circonstances, plus qu'une consultation en face à face. Ça aussi, c'est un travail clinique que l'on doit s'approprier. Et puis l'aller vert, je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu, les équipes mobiles sont devenues une évidence pour le soin, à tel point qu'il y en a même qui parlent de mobilité aiguë, où enfin, ça serait la solution, mais les équipes mobiles ne sont pas l'ultime solution du soin, ne serait-ce que parce que ça coûte cher, enfin, en temps de soignant. Voilà, et alors, donc nous avons là 5 axes de gradation, avec, je rajouterai le 6e, c'est que nous avons constaté qu'il y a des lieux en France où on est dans des situations de soins exceptionnellement dégradées. Des départements où le nombre de pédopsychiatres se compte sur les doigts d'une main. Et donc avec un système de soins qui échappe à toute possibilité de structuration parce qu'il n'y a quasiment plus de soins possibles. Et donc dans ces cas-là, nous proposons que l'on décide que ces lieux sont des lieux d'exception, comme en situation de pandémie, quand nous avons vécu ça pendant le Covid, ou en situation de conflit, et que l'on puisse donner toute latitude aux soignants locaux de s'organiser avec les moyens qu'ils ont. Voilà. Et de ne pas mettre des contraintes administratives qui paralysent les quelques embryons de soins qui persistent. Alors après, le 4e point, le soin. Et là, un mot-clé cher à Ludovic Gicquel, c'est densité de soins. Il faut penser le soin en termes de densité de soins. D'un côté, il faut un soin minimum en fonction des patients que l'on a, minimum pour des raisons éthiques et juridiques. Éthique, c'est qu'on ne peut pas, pour des patients d'une certaine gravité, proposer des soins minimalistes. Voilà. Ça n'est pas éthique pour le patient, ça n'est pas éthique pour le soignant que l'on met en situation de conflit de valeurs. Et puis, pour des questions juridiques, c'est une évidence. À l'opposé, il faut une situation de densité de soins qui soit sous-maximale, parce que maximale, ça veut dire non soutenable. On ne peut pas, aujourd'hui, proposer en France des soins optimum pour l'ensemble des demandes de soins que nous avons en face de nous. On peut le souhaiter, mais c'est aujourd'hui impossible. Donc il faut penser cette densité de soins. Alors elle doit être pensée en termes de données épidémiologiques, d'évidence-based médecine, de préférence des familles, de respect des bagages des soignants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on fasse comprendre aux personnes qui organisent le système de soins, c'est qu'un soignant en pédopsychiatrie n'est pas un prestataire de service, c'est un humain engagé dans un soin humain, et ils ne sont pas transposables les uns aux autres. Ce sont des humains qui ont été formés d'une certaine façon, qui ont une certaine façon de concevoir le soin, ben ça leur appartient. Alors, on peut le regretter, c'est possible, mais c'est un fait, c'est une réalité, et il faut faire avec. Et si l'on ne se fait pas avec, eh bien il n'y a pas de soin parce qu'il n'y a pas d'alliance thérapeutique. Voilà. Et donc il faut un compromis entre l'ensemble, compromis entre les préférences des familles, c'est une évidence, les données de la science, c'est une évidence, les données épidémiologiques, même si elles sont extrêmement délicates d'interprétation, regardez ce qui s'est passé sur la prévalence de l'autisme dans les 20 dernières années. Voilà. Alors, après, quel est le rôle de chacun? Alors là, nous avions déjà parlé de ça l'année dernière, le rôle du pédopsychiatre. Eh bien, ce que la société dit de ce que doit être le rôle du pédopsychiatre, c'est évaluer, proposer des soins, réévaluer ces soins, superviser des équipes. La place des psychologues, il y en a dans cette salle, et aujourd'hui, une question se pose sur la place des psychologues dans le soin pédopsychiatrique,
avec le dispositif Mon Soutien Psy qui vient bouger les lignes, avec les psychologues sont-ils des soignants? Alors pour nous c'est une évidence, oui, mais je vois une tête qui dit non, ben, ça se discute. Sont-ils des paramédicaux? Alors là je vois des têtes qui vont dire non, bien sûr, et je conçois, je vois ce que vous voulez dire effectivement de mon point de vue, c'est mon point de vue. Les psychologues ne sont pas des paramédicaux, alors pourquoi? Parce que la formation ne serait pas la même, plus proche des sciences humaines et sociales. Oui et non, j'ai envie de dire, nous souhaitons des formations de psychiatres qui viennent des sciences humaines et sociales. Et c'est en train, quand même, les facultés de médecine bougent là-dessus. Hein. Donc, il y a une vraie question d'éthos du psychologue par rapport au psychiatre, où on pourrait dire que les psychologues sont les gardiens du savoir et les psychiatres les gardiens du soin. D'ailleurs, c'est dans l'étymologie de psychologue et de psychiatre. Et du coup, ben, ça va avoir un impact sur quel est le rôle clinique du psychologue ou de la psychologue, des tests, bien sûr, des évaluations, des entretiens, de la prévention, de l'éducation, des psychothérapies. Des psychothérapies, oui, mais alors, bien sûr, c'est dans le statut, mais entre nous, est-ce qu'un psychiatre qui termine son internat, qui officiellement est psychothérapeute, est-ce qu'il est vraiment psychothérapeute? Est-ce qu'un psychologue qui vient de passer son master, qui est officiellement psychothérapeute, est-ce qu'il est vraiment psychothérapeute? Donc on doit discuter de tout ça. Hein. Est-ce que tout ça ne vient pas qu'après une formation ad hoc ou après un nombre d'années en plus? Voilà, alors pour les orthophonistes, pour les psychomotriciens, la chose est plus simple. Ils ont même si en ce moment pour la formation il y a quelques petites tensions de ci, de là, mais ils ont des métiers qui sont mieux reconnus. La question se pose aussi néanmoins pour les infirmiers et les IPA, où il y a à l'évidence une marge de progression, en particulier pour des infirmiers expérimentés qui auraient 3-5 ans d'expérience et qui pourraient bénéficier d'une année de formation supplémentaire dédiée à la pédopsychiatrie, puisqu'aujourd'hui la formation des infirmiers est généraliste, hein, il n'y a plus d'infirmiers psychiatriques. Et donc on aurait des infirmiers pour qui on pourrait proposer un accueil aux urgences ou des soins particuliers. Donc j'en arrive à la fin. L'administration, donc nous constatons qu'il y a des ARS, donc une régionalisation de l'administration, la haute autorité de santé, il y a des directions d'hôpitaux, que dans le fond cette structuration fait sens, dans le fond. Néanmoins, on a eu le reproche quasiment consensuel d'avoir des interlocuteurs souvent déconnectés. Voilà, alors peut-être que c'est un tort, peut-être qu'on projette des choses sur eux, parce qu'ils n'ont pas forcément une place si facile que ça, mais je pense qu'il y a sûrement un peu de vrai. Alors avec des propositions, améliorer le système d'information. Aujourd'hui, le système d'information pédopsychiatrique n'est pas correct par rapport à ce qu'il est en soins somatiques, et donc ça empêche de mieux organiser le système de soins, y compris dans le suivi des patients. Mieux penser la tarification. Alors, tarification qui est améliorée. J'ai fait une petite revue de la littérature. Les collègues qui sont en libéral doivent le savoir mieux que moi. La consultation de pédopsie va passer à 75 € dans quelques mois, si je ne me trompe pas. Non, on me dit non. Pardon ? Ça dépend du secteur, c'est ça, en secteur 1. Alors, donc, tout ça est bien, il faut le dire, c'est quand même mieux qu'avant. Mais il manque, par exemple, une première consultation d'1 heure au moins avec un rapport écrit. Tout le monde attend ça. Dans tous les autres pays, ça existe. Et en Belgique, c'est remboursé 250 € et au Canada, 500 $ canadiens, c'est-à-dire 400 €. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut forcément payer plus les pédopsychiatres, encore que. Mais on a besoin d'une première consultation, d'une reconnaissance, et ça fait partie du cœur de métier du pédopsychiatre. Et puis aussi une tarification des temps d'échange, par exemple, si on va à une réunion où on passe un coup de fil à l'école pour arranger la situation d'un patient, ça doit être prévu dans la tarification. Alors aussi, on nous demande de dire que la gestion au niveau des hôpitaux du budget des services de pédopsychiatrie soit séparé du budget de la psychiatrie adulte, parce que souvent ce qu'il se passe, c'est
eh ben, on rééquilibre le budget de l'hôpital en prenant les moyens de la pédopsychiatrie pour la basculer à la psychiatrie d'adulte. Ça n'est pas un fantasme, ça n'est pas de la persécution, c'est une réalité de terrain. Et puis je conclurai juste que voilà nos propositions. Ce sont des propositions qui émergent de la base et que nous avons reconstruites pour proposer quelque chose d'un peu cohérent, mais que bien sûr, sans le soutien des politiques, rien ne sera possible. Et c'est pour ça que ce message est passé au ministère de la Santé, en espérant qu'il soit un jour entendu. Et donc, merci pour votre attention, et nous allons tout de suite écouter les réactions à la fois de l'API et de la JPJA. Donc, je passe la parole à Christophe.